Je crois que vous vouliez débuter sur une information qui est tombée hier après-midi, c'est-à-dire la libération de Laurent Vinatier, prisonnier en Russie, français, en échange, je crois, d'un athlète russe. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce premier point ? Exactement. Qui est Laurent Vinatier? Rappelons que lorsqu'il y a eu la ligne directe de Vladimir Poutine avec des journalistes, la fameuse conférence de presse qui a duré plus de 4 heures, 4h37 très exactement, il y a eu un journaliste de TF1 qui a posé une question à Poutine concernant un Français accusé d'espionnage, un Français qui ne s'était pas déclaré comme agent étranger, chose qui est obligatoire aujourd'hui en Russie quand on perçoit ses revenus à l'étranger et qu'on travaille en Russie. C'est juste ça, en fait, la particularité, c'est qu'on a le droit de le faire, mais on doit s'annoncer en tant que tel. C'est-à-dire que les fameuses ONG qui travaillent sur le territoire russe et qui perçoivent des paiements depuis l'étranger, leur financement vient de l'étranger, ne peuvent plus fonctionner anonymement, c'est-à-dire ils ne peuvent plus se passer de cette étiquette qui a été mise en place depuis le début de l'opération spéciale militaire, depuis le début de la guerre avec l'Ukraine. Donc c'est quelque chose qui était nécessaire à mon avis, mais qui aurait pu intervenir même sans un contexte militaire. C'est que aujourd'hui beaucoup de ces ONG se cachent sous les noms tout à fait russes et qui le font d'ailleurs sur tout le territoire de l'ex-URSS et qui en réalité représentent les intérêts des pays tiers. Donc, cela est une obligation quand on travaille pour une société, ONG, association, entité étrangère et qu'on perçoit ses revenus à l'étranger, mais qu'on se situe et qu'on exerce l'activité en Russie, on doit être déclaré l'agent étranger. Donc, INA-agent, ça s'appelle. Donc, il n'a pas été déclaré, or son activité était bel et bien pour une ONG suisse. Donc, ça a été reconnu comme étant effectivement un fait, comme quoi il n'a pas eu cette déclaration. Mais même au-delà, ce chercheur, étrangement, travaillait pour une ONG suisse, s'intéressait beaucoup au complexe militaro-industriel russe. Et donc, il a été pris sur un certain nombre de rendez-vous, je pense avec quelques rendez-vous presque avec des agents qui étaient en réalité des agents qui le pointaient à ce moment-là. Donc, il l'a reconnu. Il a reconnu le fait qu'il s'intéressait au complexe militaro-industriel russe, mais il n'a pas été jugé encore pour ce fait-là. Donc, il risquait 25 ans de prison pour pour ces accusations-là. Il a été, lui, en revanche, accusé de ne pas avoir déclaré son statut et d'avoir exercé illégalement son statut voilà. Donc, bon, voilà. Il a tout reconnu et donc il a par ailleurs pendant ses audiences et pendant un des procès a déclaré son amour pour la Russie. Voilà, ma femme est russe, tous mes amis sont en Russie, ma famille est en Russie, j'aime la Russie, ma vie est liée à la Russie. Voilà, mais bon, malgré cela, Vinatier est resté sous arrestation, donc Poutine a appris, semble-t-il, de la bouche de ce journaliste, cette question. Chose qui nous avait amusé à ce moment-là, parce que rappelez-vous, Nicolas, qu'à ce moment-là, on nous disait que nos médias mainstream nous expliquaient que toutes les questions qu'on posait à Poutine étaient des questions vérifiées, validées, etc., et qu'il y avait pas une mouche qui pouvait passer. Étrangement, cette question a mis voilà, dans l'embarras quelque part le président russe qui a déclaré qu'il savait pas s'il en était et qui a permis de se renseigner. Le journaliste français d'ailleurs lui avait demandé serait-il possible d'œuvrer pour que sa famille puisse le récupérer pour Nouvel An. Et là, oui, n'avait pas, espéré, oui. Voilà, n'avait pas répondu à cette demande parce qu'il avait dit je ne suis pas au courant de quoi il s'agit, donc je me renseigne d'abord, permettez-moi de me renseigner, mais je promets de le faire.
En tout cas, si On c'est n'a pas pas le parlé. Nouvel An, ce fut le Noël orthodoxe, pratiquement. Alors oui, donc il a été chose qui est très intéressante, Nicolas, parce que aucun des journalistes russes n'a pu accéder à Emmanuel Macron pour poser la question sur un sportif, un joueur de basket russe, qui a été accusé d'être un pirate, disons, comment ça s'appelle, un hacker russe, et qui était emprisonné en France, donc débarquant à Charles de Gaulle, lui qui déclarait venir pour demander la main de sa bien-aimée, s'est retrouvé en prison accusé d'actes de hacking contre l'État français. Et donc, ce joueur de basket, ce sportif, a été placé depuis le juin dernier, 2024, en prison. Voilà, personne n'a compris, même en Russie, les commentaires étaient très réservés en disant joueur de basket de haut niveau qui aurait le temps en plus d'être une espèce de super hacker. Ça semble être un super homme, quoi, quand on voit la petite voilà, allumette que c'est. Enfin, il est très long. Voilà. D'ailleurs, quand on le regarde, on imagine tout de suite qu'il ne peut faire que du basket. Tellement c'est presque cliché. Donc, il a été libéré et lui est déjà rentré. D'ailleurs, on a appris son retour en Russie au moment où on a appris également que c'était un échange, en fait. Donc, voilà, il est rentré, et Danil, donc il s'appelle Danil Kassatkin, qui a pu arriver en Russie. Donc, on a vu Kassatkin descendre de l'avion à Moscou, et on a vu Laurent Vinatier monter à bord d'un avion à Moscou. D'ailleurs, de vous à moi, je pense que l'état du français était bien plus pimpant en rentrant que du pauvre sportif qui rentrait des geôles françaises. Voilà. C'est dingue, hein. Et alors, par contre, pour Anna Novikova et le président de l'association SOS Donbass, pas d'informations, pas de nouvelles. Ils sont dans les geôles françaises. Nicolas, elle a pu rencontrer sa famille un 24 décembre, donc elle a pu voir ses enfants. Il y a un fil Telegram sur lequel on peut retrouver donc Anna Novikova, les soutiens d'Anna Novikova, et la famille partagent dessus les informations. Donc c'est bien triste Noël, hein, pour Anna. D'ailleurs, vous savez, quand on est ressortissant de ces pays de l'Est, certains ont vécu 2 Noëls. Un premier qui est catholique par notre pays d'adoption, cette fête qu'on partage avec les Français parce qu'on a choisi d'être Français. On la vit pleinement. C'est peut-être la seule qui est une fête complètement voilà, familiale, où le mot partage est le mot principal. On a ensuite, moi pour ma part, hein, j'ai encore 2 Noëls derrière à passer. C'est le Noël arménien, qui est un Noël un peu presque, comment dire, intime, qui se vit pas forcément en fête. Aujourd'hui, je sais ce que vit le peuple arménien, et ce n'est pas du tout le moment pour moi de voilà, de célébrer cette fête d'une façon joyeuse, tellement c'est difficile et lourd ce qui se passe aujourd'hui avec l'Église apostolique arménienne et le premier ministre arménien qui pourchasse en fait l'Église arménienne apostolique. Il déclare même que c'est une espèce d'excroissance, que c'est quelque chose de totalement artificiel, alors que tous les Arméniens sont profondément chrétiens. D'ailleurs, ils sont chrétiens arméniens. C'est une approche très très voilà, c'est chrétien arménien. On peut pas être arménien et pas chrétien. Vous voyez, on peut être chrétien mais pas arménien. Donc il y a ce côté assez comment dire particulier en Arménie de la religion, de l'attachement à la religion chrétienne.
Donc, et puis arrive le Noël orthodoxe derrière, qui est un Noël où j'ai le plaisir d'avoir des gens que j'aime au téléphone, à qui je peux souhaiter joyeux Noël, qui sont très très sensibles à cela. Et voilà, c'est ça la vie des ressortissants de ces pays de l'Est en France, en tout cas en ce qui concerne les chrétiens. Et j'imagine notre Anna Novikova aujourd'hui vivre à son Noël orthodoxe seule, alors que c'est le moment de retrouvailles de la grande communauté russe. C'est le moment où les gens sont censés partager en fait tout un tas de particularités en fait de cette fête, les plats, les recettes et tout ça. Bon, après je la rassure Anna, et beaucoup ne sont pas parvenus à arriver au lieu de culte pour les célébrations parce que c'est arrivé, voilà, à Paris il y avait la neige, 2 centimètres de neige qui ont paralysé l'ensemble des infrastructures, et donc les Russes orthodoxes ont été privés, y compris de leur Noël orthodoxe célébré dans les églises parisiennes. Voilà, ça c'est. Mais bon, moi je souhaite joyeux Noël à tous les Russes. C'est pas encore trop tard, donc voilà, joyeux Noël, chers amis. Moi, ce que je constate avec Anna Novikova, c'est qu'il n'y a rien dans le dossier et qu'on on emprisonne aujourd'hui par sorte de lettres de cachet voulues par les hautes sphères politiques françaises, des personnes qui sont des Français d'ailleurs. Hein. On rappelle qu'ils sont Français avant, pour elles, d'être Russes. Donc, et il n'y a rien. On ne sait toujours pas pourquoi Vincent Perfetti et pourquoi Anna Novikova sont en prison. Qu'ont-ils fait d'autre que œuvres caritatives pour les orphelins, pour les enfants du Donbass? Je n'ai toujours pas compris, alors qu'il est dans un pays comme la France, soi-disant patrie des droits de l'homme, comment on peut en arriver à une chose pareille? Je tiens à vous dire que ma colère n'est pas retombée, elle est maintenant intériorisée, mais je suis toujours aussi furieux. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas d'ailleurs plus de mobilisation dans nos milieux alternatifs pour Anna Novikova et Vincent Perfetti, parce que, attention, si on ne fait rien aujourd'hui, ils viendront nous chercher demain, et ils nous jetteront en prison de la même manière. Il faut se le dire. Il faut se le dire. C'est très inquiétant. Nicolas, j'ai retrouvé les images où je peux vous illustrer ce que j'ai dit, c'est-à-dire l'état du sportif et l'état du français au moment où, respectivement, ils quittent. Donc, je me permets de vous partager. C'est intéressant de voir. Ça, c'est le français, c'est Laurent Vinatier. C'est Laurent Vinatier qui entend sa libération par décret de grâce présidentielle. Il a un peu plus de cheveux que pendant son procès. Voilà. Donc là, ça va. Vous voyez, il est plutôt bien. Il est plutôt bien. Regardez maintenant le russe. C'est intéressant de voir. Là, vous voyez le russe arriver. Regardez son état. Ça, c'est Daniel Kassatkin qui rentre de France. Voilà. Un redoutable espion, ça se voit à son visage. Voilà, vous voyez bien. Sur Macron, il y avait vraiment un corps. Voilà. Vous voyez dans quel état il est, là? Je pense qu'au moins, ça mérite d'être montré. Parce que, la patrie des droits de l'homme, la France, il faut le redire. Le pays développé, et puis la Russie, le pays arriéré qu'on imagine ici. Je n'ai pas l'impression que le français était plus malheureux que le russe en prison. Mais c'est mon avis subjectif. C'est juste mon avis. Bien sûr. Bon, voilà. Allez. On va aller à la suite parce que là, j'ai les petits bourdons qui me montent encore un peu plus, donc ça sert à rien. Allez, on continue avec la réaction de la Russie à ce qui s'est passé au Venezuela, si vous voulez bien, Lara. Écoutez, Nicolas, moi, ce que j'ai entendu là-bas, c'est ce que j'ai cherché à partager avec quelques Français avec qui j'ai échangé à ce sujet. En fait, Maduro a été livré par les siens. Il est absolument pas question d'une réelle opération américaine qui a abouti. Elle n'a abouti qu'en tant que services secrets qui ont réussi à bien travailler, disons, l'entourage.
Maduro était donc très fragilisé par son propre entourage. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au Venezuela et qu'on met de côté des grandes annonces de Donald Trump, moi j'attends pour voir. Je vois surtout la nouvelle présidente Rodriguez déjà limoger un certain haut dirigeant du Venezuela, et c'est assez surprenant. C'est-à-dire que ce qu'on pensait en fait qu'il ne peut se tenir qu'étant très serrés les uns contre les autres, elle a limogé quand même deux hauts dirigeants des cabinets ministériels du Venezuela. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a déjà une forme de force et de crédibilité pour pouvoir faire ce qu'elle fait. Les réactions russes donc ont été assez modérées, assez réservées, bien que je pense que tout le monde a été un petit peu sidéré par ce qui s'est passé. Moi, je parle des journalistes et des commentateurs. Maintenant, ça crée un précédent en tout cas précédent moderne, récent, qui n'est pas bon du tout. Il n'est pas bon du tout, non seulement pour les dictateurs ennemis de l'Occident, il n'est pas bon non plus pour disons, pour ceux qui sont opposés à cet Occident. Voilà. Je pense aussi que les gens du côté chinois, du côté russe, ont vu certaines possibilités s'ouvrir qui n'existaient pas avant. Voilà. Et donc, un Zelensky qui appelle à arrêter Kadyrov devrait plutôt s'occuper de ses propres fesses. Je me permets cette expression parce que je pense que aujourd'hui, c'est une préoccupation qui doit être assez importante pour lui, en tout cas vitale. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet, parce que beaucoup de choses ont été dites, mais bon, les Russes soutiennent que c'est une opération qui est quand même très travaillée en termes de soutien autour, comme on a vu en Iran lorsque le régime a perdu en fait les scientifiques par dizaines qui ont été ciblés, frappés par des frappes israéliennes, tuant toutes les familles, etc. C'est-à-dire une forme de colonne, cinquième colonne interne qui avait livré parfaitement Maduro. Voilà, il y a une centaine de morts, ce que déclarent les Russes, ce qui est énorme pour une opération, d'après notre Donald, qui est brillante et sans perte humaine. Je vois le prix qu'il accorde en fait aux vies humaines selon le passeport. Hein. Donc ça, c'est encore une fois, ça me rappelle ce qui s'était passé au moment du Nouvel An, quand on a pleuré cet incendie accidentel qui a décimé des jeunes qui célébraient le Nouvel An dans une discothèque, et qu'on a passé sous silence des personnes qui ont été frappées célébrant le Nouvel An en famille, et qui ont été frappées par des roquettes inflammables. Voilà. Et de deux côtés, c'était des morts atroces. D'un côté, c'était un accident, et donc on en a parlé beaucoup. Et de l'autre côté, c'était un acte volontaire revendiqué. Un acte terroriste ignoble, les gens brûlés vifs. C'est les ukro-nazis, les ukro-otaniens qui sont à l'origine de ce crime. Voilà. Et on n'a même pas eu disons la générosité de ne serait-ce que faire quelques dépêches à ce sujet. Non. Il y a eu une ou deux dépêches en disant les Russes prétendent, mais nous ne pouvons pas vérifier l'information. Et tout est passé comme une lettre à la poste. Voilà. C'est dire l'ignoble de la propagande, sachant qu'en France, nous avons la palme des larbins, les plus larbins, les plus attachés à l'ordre de la CIA, à l'ordre de l'otanien, ce sont les journalistes français. C'est normal, ils sont tenus par des oligarques qui sont à la solde de cet ordre mondial. Bien, on continue votre chronique, si vous le voulez bien, et si on allait à la suite de ce sujet sur la Russie et le Venezuela, ce sont les tankers russes qui ont été arraisonnés par les Américains. Les Américains disent non, ce ne sont pas des tankers russes, ils n'avaient pas de pavillon.
Bah écoutez, si c'était pas des tankers russes, c'était peut-être des tankers ukrainiens, hein, parce que à bord il y avait un équipage composé de 2 Russes, une vingtaine d'Ukrainiens, enfin 20 Ukrainiens, 2 Géorgiens et un Indien. Donc je pense que même c'était un tanker ukrainien, donc quelque part. Si on prend juste le personnel à bord et puis on dit que voilà c'est un faux pavillon, etc. Mais moi je rappelle juste, même si je pense que je suis pas spécialiste du droit international ni du droit maritime, mais il me semble que dans le passé, en tout cas enfant, je savais on ne peut arrêter en haute mer un bateau que pour 2 raisons, Nicolas. Pour l'acte de piraterie et pour le trafic d'êtres humains. Il n'y a que ces 2 raisons qui permettent d'arrêter un bateau en pleine mer, quel qu'il soit son pavillon, quelle que soit sa raison de navigation quelque part. Donc encore une fois, ça crée un précédent. Moi, je pense que on profite aujourd'hui d'une accalmie parce que les Russes sont croyants. C'est-à-dire qu'on va pas faire acte de vengeance pendant Noël, pendant le temps qu'il faut pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Mais viendra le moment où la frappe arrivera. Ces actes-là ne resteront pas sans réponse. Ça, ou alors je ne comprends plus rien à la Russie, ou alors je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Mais les réponses, on va comprendre instantanément. Je pense qu'en ouvrant les yeux, en lisant ce qui se passe, on va comprendre que c'est la réponse. Et ça, je dis ça en me glaçant presque en même temps, parce que je sais à quel point l'ours, une fois qu'il a sorti sa griffe, c'est effrayant. Donc ça peut être très effrayant, et j'en ai presque personnellement, enfin je vis ça pas du tout comme quelque chose de marrant ou jubilant pour dire les Russes vont répondre. Non, c'est triste et dangereux. Voilà. Tucker Carlson, justement, qui craint la guerre mondiale, et pour des raisons, entre autres, de réarmement à vitesse grand V des États-Unis, multiplication de 50% du budget du Pentagone par les États-Unis. Alors oui, là c'est passé encore une fois complètement inaperçu dans nos médias. En fait, augmenter un budget qui composé déjà d'un trilliard. Nous, on en parle dans la matinale et dans les émissions de Radio Courtoisie. Oui. Et donc, augmenter ce budget de 50%, ça ne peut pas être dans le cadre d'un réarmement pacifiste. Ça ne peut pas venir d'un président qui a dit je vais faire la paix. Donnez-moi le prix Nobel de la paix. Je pense que les États-Unis, enfin d'après Tucker Carlson, et je soutiens qu'il a une très bonne intuition là-dessus, je pense que s'armer de cette façon-là, augmenter autant son budget militaire, ça ne signifie qu'une chose, c'est qu'il se prépare à une guerre très importante. Ce que dit Tucker Carlson par ailleurs, il dit moi je vois tout ce qui se trame, etc. Et je rappelle simplement que les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'affronter la Russie. Et que, quel que soit le conflit, il faut que la Russie soit du côté des Américains. C'est le seul moyen pour les Américains pour survivre. C'est le vœu de Tucker Carlson, sachant que je ne pense pas que ce soit un russophile ou ce soit quelqu'un qui veut du mal aux États-Unis. Voyez. Moi, je pense que les Français auraient une meilleure inspiration d'être plus rapidement amis des Russes que les Américains. En tout cas, nous, on avait tout ça pour nous, sans problème. Voilà. Voilà, cher Nicolas. Donc, Tucker Carlson est aujourd'hui extrêmement critique envers Donald Trump. Il dit que tout ce qui est dit n'est pas dit n'est pas dit correctement en quelque sorte. C'est-à-dire, on parle de narcotrafic, en réalité, on veut le pétrole, on parle des démocraties, mais on va contrôler un pays. C'est tout ce que dit Tucker Carlson. On le sait, hein. Et c'est heureusement qu'il y a des gens qui ont des fortes audiences aux États-Unis,
telle que la sienne pour pouvoir le dire. Parce qu'il reste quand même encore des gens intelligents, voilà, outre-Atlantique. Voilà, mon cher Nicolas. Allez, on continue. Il Très reste vite. encore un petit peu Très plus vite, de 5 il minutes y a de fortes avancées, encore sur le terrain, deux agglomérations prises en Ukraine. sur le front, ouais. Ouais, Sur le front ukrainien, allez-y. voilà, en région de Kharkov, l'autre en région de Kherson. Voilà, les pavillons russes sont placés, c'est montré, etc. Bon, silence radio côté ukrainien, mais dire que pendant cette période de neige, il y a des avancées, ça montre, parce que nous, ce qu'on vit, c'est XXS, hein, c'est par rapport à ce qui se vit là-bas. C'est-à-dire là-bas, dans la nuit, tombe 70 centimètres de neige. Donc nous, c'est 7 maximum. Mais tout est paralysé. Donc quand il y a des avancées pendant l'hiver, ça montre quelque chose de au-delà même de ce que peuvent faire les combattants, disons militaires sur un conflit. Ça montre que voilà, ça y est, c'est le rouleau compresseur, il avance, bon, il va avancer malgré les conditions météo.